Bonsoir mesdames et messieurs, je suis très ravie de vous retrouver en ce dimanche, en ce beau dimanche. Et je suis entourée de beaucoup de personnes, c'est pourquoi je suis ravie et beaucoup plus parce que je sais que vous m'avez manqué et vous aussi, je vous ai manqué. C'est reparti pour une tournée de Sport Business Squad, votre émission qui vous parle bien sûr de l'économie, du management du sport. On aura bien sûr nos rubriques de toujours. L'actu de la semaine, on fera un tour sur le Tour tropical Anissa Bongo et son grand bond sur les tournois cyclistes d'Afrique centrale. À la statistique de la semaine, nous allons parler du classement mondial des ligues International Football Federation History and Statistics. On va aussi avoir bien sûr le focus comme d'habitude et on aura un clin d'œil sur la ligue régionale du centre de basketball. On discutera bien sûr sur les valises du financement du football et où se place l'Afrique, les tournois africains, le football africain, où se place-t-il sur les financements du football mondial. On revient tout de suite. Je vais vous présenter bien sûr ceux qui sont avec moi. À tout à l'heure. De retour sur ce plateau, je les ai vantés, je les ai présentés sans vous les montrer. Alors je vous les montre maintenant à ma gauche. À ma gauche, bien sûr, j'ai Franck Ghislain Onguéné, qui est le CEO de Romco Entertainment. Bonsoir Franck. Salut Racha et salut à tous les téléspectateurs. C'est avec encore beaucoup de plaisir qu'on se retrouve aujourd'hui pour pouvoir partager la passion du management et surtout de l'économie du sport. Tu sais, c'est pas facile ce qu'on fait parce que d'habitude, les gens ils ont du mal à comprendre. Des fois, on m'interpelle au quartier, c'est même quoi cette affaire de management et de marketing. Mais progressivement quand même, je pense que depuis pratiquement 10 émissions, les gens commencent à s'habituer et ça prouve que voilà, le travail est bien fait par toi et par toute ton équipe et on peut en être que fier. Une autre personne qui fait partie de l'équipe, c'est bien sûr Tattoo Vibes, Pierre Toukoulou, qui est le CEO de Tattoo Vibes. Bonsoir Pierre. Bonsoir. Pourquoi tu as l'air timide? Fatigué. Tu es fatigué? Ouais. Bah, réveille-toi. Aujourd'hui, C'est on parle vendredi. beaucoup de finances. C'est vendredi. C'est dimanche. C'est dimanche, mon frère. Tu vois, tu es loin derrière toi. Je C'est suis dimanche. complètement à gauche, quoi, franchement. Donc, parce que je pensais Tu faire un peux voyage. la refaire, s'il te plaît. C'est dimanche. C'est dimanche. Merci. J'ai pensé faire un voyage aujourd'hui pour le week-end, donc j'ai oublié que le week-end est fini. Ouais, le week-end est fini. C'est pourquoi je suis fatiguée. Alors, on va passer Non, la c'était parole. pour rigoler. Hein. Ouais, bien sûr. On va passer la parole à Francis. Bonsoir Francis, tu nous as manqué la dernière émission. Bonsoir Ashka, bonsoir à tous les téléspectateurs et téléspectatrices de notre charmant plateau. Je pense qu'on commence à l'apprécier. Je vois mes photos commencent à tourner beaucoup. Magnifique plateau, magnifique présentatrice, très belle émission. Merci au concepteur, à la présentatrice et à toute l'équipe de production pour ce magnifique travail qu'on apprécie parfois. C'est intéressant aussi de rendre hommage à ceux qui font bien leur travail. Si on parle de management, c'est aussi cela. Partager sa gratitude, je pense que c'est une bonne chose. C'est d'ailleurs la raison de ma fierté de cet après-midi. Alors, c'est la raison de sa fierté de cet après-midi. J'espère que Yves Seke, qui est le bleu de la journée, on va pas trop te vanner, hein, donc le bleu de la journée qui est auteur déjà, auteur et qui est aussi conseiller financier et CEO de Conseil Finance Personnel. Exactement. Bonsoir Yves. Bonsoir. Comment tu vas ce dimanche? Assez bien. C'est dimanche, vous savez. Oui, c'est dimanche. Semaine qui On se commence rappelle et tout, voilà, donc, lundi qui va venir. Voilà, ça sera un peu chargé, mais bon. Mais bon, c'est relax. C'est relax, on est tous relax et on va passer 1h30 ensemble. On va parler d'économie, de management, du sport. Alors, on va passer tout de suite à l'actu de la semaine. Je vous l'ai dit, l'actu de la semaine, on parlera du Tour cyclisme Anissa Bongo. On va prendre le reportage, bien sûr. On va prendre ce reportage qui est de Marina Ngogvina et on revient tout à l'heure. Les Lions indomptables du vélo participent à la 14e édition de la Tropicale Anissa Bongo du 21 au 27 janvier 2019 au Gabon. Long de 998 km partis en cette étape, le tournoi débute à Bongoville avec un passage en Guinée équatoriale au Cameroun où s'achevait à la capitale Libreville. À cet effet, 15 formations africaines et européennes sont attendues pour participer à ce rendez-vous. La team camerounaise, composée de 6 coureurs parmi lesquels Clovis Kamzon, Tela Artus, Tienche Boris, Nanko Yannick, Fossin Robert et Rodrigue Nounaoué, devront se frotter aux grandes des équipes du Maroc,
de l'Algérie, du Burkina Faso et surtout du Gabon, sans oublier les équipes occidentales telles que Direct Énergie ou encore Vital Concept. Pour faire bonne prestation, les Lions Indomptables sont en préparation depuis le 9 décembre 2018. Préparation soldée par 2 compétitions, le Grand Prix du Septennat ainsi que Wake Up Yaoundé. L'objectif premier de la team camerounaise à cette compétition est de faire bonne prestation en se classant parmi les meilleures équipes au classement général. Avant le départ prévu ce week-end, les coureurs camerounais devront mettre en scène le Fighting Spirit. De retour sur notre plateau, on a écouté, on a vu ce reportage de Marina Ngogvina qui nous présente en globalité, on va lui dire, le Tour Amissa Bongo. Le Tour Amissa Bongo qui relève quand même 103 millions de francs CFA, c'est-à-dire qu'il y a une panoplie de sponsors cachés derrière. On en parlera tout de suite, mais j'aimerais connaître, la première question que je vais poser à nos panélistes, à nos consultants, à nos experts, c'est de savoir, c'était quand même considéré comme un tour mineur à l'époque, 2.1. Vu que le Cameroun est 2.2, qu'est-ce qui se passe et pourquoi est-ce que le Tour Amissa Bongo prend une telle ampleur? Déjà, il faut dire que le premier constat est clair et j'en parlais encore avec Yannick en off, c'est qu'ils ont compris qu'un tour cycliste, pour organiser un événement, il faut faire appel à des entreprises qui font dans l'événementiel, à des cabinets événementiels, des agences événementielles. Et ils ont compris ça très vite. Et tu l'as dit tout à l'heure, il faut rappeler que justement au classement UCI, le Cameroun est 2.2, et alors que le Gabon est 2.1, mais on voit ce que le Gabon mobilise en termes de ressources lors d'un tournoi comme celui-là. Eh bien, ils ont compris. Moi, j'ai vu le dossier marketing de cet événement, je n'en revenais pas. Le cash price est à 103 millions de francs CFA. C'est énorme, quand même énorme. Bien sûr. On voit pas mal de sponsors et tu l'évoquais tout à l'heure. Moi, je pense qu'il faudrait justement amener, et c'est peut-être une opportunité, de pouvoir drainer le maximum de fédérations camerounaises à se dire, ok, notre travail en tant que fédération, c'est de promouvoir la discipline, mais pour organiser les événements, pour organiser nos compétitions, on doit faire appel à des entreprises qui connaissent. Et on peut le voir, c'est-à-dire que tout est assez structuré. Les sponsors ne se contentent pas seulement de donner de l'argent. Et ça, c'est un élément que j'ai beaucoup apprécié. C'est qu'on se dit, ok, pour le volet logistique, c'est elle qui va gérer. Pour le volet diffusion, c'est elle qui gère. Pour le volet, tout n'est pas organisé. Voilà, c'est assez organisé et tout n'est pas concentré au niveau de la fédération gabonaise de cyclisme. Et derrière, il y a un gros travail de marketing territorial c'est-à-dire que on a de vendre d'abord le territoire gabonais, le tourisme gabonais, la forêt gabonaise, les cultures gabonaises, et c'est vraiment assez bien structuré. Et je pense que véritablement ça mérite vraiment, peut-être pas, je sais pas, ça mériterait peut-être d'être au pire des cas au niveau du classement UCI, un 2.2. Bon, peut-être, je pense que ce qui rentre peut-être dans ce classement-là ne dépend pas forcément de la logistique événementielle, mais c'est peut-être également l'aspect climatique, l'aspect relief. C'est-à-dire, on se dit, par exemple, le Cameroun a plus de relief que le Gabon, ce qui permet quand même d'avoir des phases de compétition assez relevées. Et donc, peut-être c'est pour cela que le Cameroun est encore 2.2 et que le Gabon n'est que 2.1. Mais bon, on ne va pas changer la structure du Gabon si c'est que c'est cette étape-là. Tout à fait. Enfin, ça peut être un élément comme un autre, tout à fait. Major, alors on va donc parler de ces 103 millions. Tu es l'homme du business sur cette table. On va donc parler de ces 103 millions de francs CFA. Selon toi, que représente ce chiffre énorme pour une fédération? C'est pas n'importe laquelle, c'est une fédération du cyclisme. Quand même, c'est pas le football. Je pense que Franck a dit tout à l'heure ce qu'il fallait dire, c'est que la fédération a compris qu'il fallait se rapprocher des spécialistes dans le métier. Travailler en collaboration. Il faudrait, parce que vous savez, j'ai souvent l'habitude de dire qu'une fédération est producteur de contenu. Vous voyez un peu. Maintenant, il y a ce qu'on appelle le réalisateur de contenu. Et puis après, il y a ce qu'on appelle le diffuseur de contenu. Et après, il y a le consommateur de contenu. Vous comprenez un peu? Donc, il faudrait que chaque fédération, ou alors chaque institution qui décide de faire un événement, se dise, OK, nous avons initié l'événement. Maintenant, il faudrait qu'on trouve des experts qui vont nous accompagner. À mettre sur pied l'événement. Justement, parce qu'il y a un processus de réalisation. Alors, si on arrive à réaliser l'événement, on pourra le vendre. Bien sûr. Et comment est-ce qu'on va le vendre? Parce qu'il y aura les diffuseurs.
Et s'il y a des diffuseurs, il y aura les consommateurs. Exactement. Et si vous respectez ces étapes-là, il est fort possible, il est clair que des annonceurs, des sponsors, des gens qui veulent faire l'activation de produits, l'activation de marques, commercialiser leurs produits, puissent se greffer à votre événement. Donc, ce n'est un secret pour personne. Que si tout est bien structuré, on a souvent l'habitude de le dire, si tout est bien structuré, les gens vont vous accompagner. Exactement. Donc, 103 millions, si on est bien structuré, c'est même petit. C'est même petit. De toutes les façons, c'est bien vu. Et il y a des étapes, il y a quand même 13 villes qui vont être parcourues, je vais dire ça comme ça, avec 7 étapes différentes. Je vais donc demander à Francis, dis-moi Francis, on a la Guinée équatoriale qui est en train de faire son plein pied dans ce tournoi. Qu'est-ce que tu penses pour la Guinée équatoriale? On va dire que c'est l'un des pays frontaliers du Cameroun par rapport à ce tournoi à Missa Bongo. Oui, déjà, pour parler d'un tour-cycliste, il faut d'abord voir en fonction des objectifs qui peuvent être soit de la fédération qui décide de participer à un événement ou encore de l'État, puisqu'on peut être une fédération. Bon, maintenant, on n'est pas gestionnaire des mouvements des populations. En ce sens, tout cela ressort encore relève de l'État qui peut décider ou pas de vous accompagner dans ces initiatives. Et après, le tour, la Tropicale à Missa Bongo aujourd'hui, c'est l'un des très grands événements dans le cyclisme en termes d'audience et de médiatisation. Peut-être si on veut faire des débats sur les classifications UCI, ce sera légèrement moins, mais après, excepté le tour du Kenya, le tour du Faso, le tour du Rwanda, je pense que au niveau de la région Afrique centrale, c'est tout ce qui peut se faire de mieux sur le plan professionnel. Et cela aussi est dû peut-être à la politique marketing qui est celle de la ville. Justin l'a dit tout à l'heure, on est d'abord dans des concepts de territorial marketing. Il faut vendre la ville au monde, il faut vendre les territoires. Tout cela, quand les objectifs sont plus ou moins définis, les stratégies, soit pour faire plus de participation ou bien pour lever plus de fonds, deviennent encore beaucoup plus faciles pour moi. C'est quelque chose d'assez intéressant. Bon, maintenant, la Guinée équatoriale, c'est un pays comme un autre, lui aussi, elle aussi, je veux dire, la Guinée a aussi sa visibilité à défendre. Maintenant, il faut aussi développer le cyclisme à ce niveau. La participation à des tournois à l'international a une double dimension. D'abord, il faut développer une audience pour le pays. Maintenant, il faut, par effet de participation, attirer beaucoup de fans, des potentiels licenciés. Je pense que si on veut développer une discipline, ça va partir par là. Il faut qu'il y ait toutes ces étapes-là. D'abord, une volonté politique. Maintenant, il faut une prévision en termes de licence, en termes d'objectifs par rapport qui peuvent être au niveau de la fédération dans ce sens. La Guinée équatoriale, c'est déjà un pays de football. Maintenant, il faut aussi diversifier son offre force. D'où je pense que la participation à ce type d'événement est plutôt bienvenue. Ce genre d'objectif. Bon, c'est vrai qu'on a l'étape Bitam, Mongomo, en passant par qui aussi, on va dire que le Cameroun aussi est quelque peu indexé et touché par ce tournoi. Et je vais passer la parole à notre bleu. Bon, je vais taper. Non, tu es bleu sur ce plateau aujourd'hui. C'est ta première fois. Non, c'est pas ta veste. C'est la première. Non, c'est pas ta veste. Alors, bon, c'était une dernière fois, juste pour te titiller. Alors, pour toi, selon toi, le tournoi a mis à Bongo. Il faut dire que le Cameroun est en train d'entrer en plein dans ce tournoi. On a une équipe qui est en train de se constituer, qui est déjà faite. Et on l'a vu dans notre reportage. Il y a déjà des participants qui se font remarquer et qui se démarquent aussi depuis des années. Qu'est-ce que tu en penses par rapport à ce tournoi et aux équipes camerounaises? Déjà, par rapport au tournoi, c'est très appréciable. Je vais rebondir un peu sur la structuration. Il faut comprendre, du moins de mon point de vue, il faut comprendre qu'on est dans une phase de reconnaissance. Parce que pour valoriser l'économie du sport, il faut même d'abord déjà passer par la reconnaissance. C'est seulement après qu'on peut la mondialiser et puis, comme il a dit tout à l'heure, pouvoir se vendre. Donc du coup, on comprend que la valorisation, c'est dans les deux sens. Donc maintenant, pour ce qui est de notre équipe, d'où notre sponsor principal. Et voilà, je ne veux pas citer le nom. Maintenant, tu peux. On parle de financement, de sponsor. Vous savez, la SNH a toujours soutenu.
très bien soutenu ce type d'événement. Et pour avoir quelques connaissances à l'intérieur, je sais que les sportifs en général sont très bien traités et je pense que c'est la base de tout pour donner de la valeur ou pour réserver de la valeur aux sportifs. Donc dans l'ensemble, voilà ce que je pense. Exactement, on va dire que nos sportifs sont plus que motivés. Il y a de cela 2 semaines, ils ont fait 2 tournois. La Fédération de cyclisme a fait le tournoi course contre la montre et aussi le grand circuit. Et il y a eu Tela Artus qui s'est démarqué quand même pour le grand circuit 2h49 pour un grand circuit, c'est quand même pas mal. C'est pas mal. Il faut dire quand même que le Cameroun est un pays quand même de grands cyclistes. Je pense que notre favori pour cette compétition sera Clovis Kamzong Abosolo, qui est vraiment aujourd'hui considéré comme l'un des meilleurs pour avoir participé à pratiquement tout le circuit UCI Africa, tout notamment le Burkina Faso, le Rwanda, le Cameroun et bien d'autres. Maintenant, il faudrait qu'au-delà de ça, bien évidemment, il faudrait qu'ils soient encadrés. Moi, j'aime bien l'initiative, mais je pense qu'un tournoi comme la Tropicale Amissa Bongo, tout le monde connaît la périodicité. C'est ça qui fait la force du tennis, du cyclisme autant pour moi. C'est qu'on connaît d'avance le calendrier, c'est-à-dire qu'on sait que la Tropicale est la première étape du calendrier UCI Africa Tour. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Ce n'est pas en décembre qu'on prépare une compétition qui aura lieu en janvier. Exactement. Donc, moi, je pense qu'il faudrait quand même qu'au niveau de l'organisation, c'est vrai que Yves le disait tout à l'heure, la SNH fait beaucoup, mais peut-être au niveau technique, parce que la SNH n'est que le financier. La SNH n'est pas le volet, n'est pas le technicien de la chose. Donc, je pense qu'au niveau de la direction technique nationale, on devrait mieux organiser au niveau des calendriers de préparation. On se dit, ok, la Tropicale c'est en janvier. On a un avantage sur la Tropicale, c'est que le climat est pratiquement le même au Gabon qu'au Cameroun. On prépare déjà quand même cela sur une certaine période, ce qui fait en sorte que ça permettra aux coureurs d'être prêts. Il faut aussi rappeler le fait que, je l'évoquais tout à l'heure, le climat, le relief gabonais est plus abordable que le relief camerounais, c'est-à-dire qu'on a plus des planes, on a plus des plateaux, et donc ce qui permet quand même de travailler le sprint. Donc je pense qu'il faudrait, je suis pas technicien de la chose, mais il faudrait prendre du temps pour pouvoir préparer ce type de compétition au niveau international. En parlant de sponsors, Pierre, on parlait de sponsors, on a Air France, on a Canal+, on a Bolloré, on a PMU, on a Hogar. Pour ne citer que cela, pour ne citer que cela, seulement pour le Tropical Amissa Bongo. Qu'est-ce que tu en penses, cette marée de sponsors qu'on a pour un tournoi comme celui-là? En fait, il faut comprendre que on va sponsoriser un événement, ou alors on va sponsoriser une initiative en fonction de ses besoins. Ça veut dire que si un sponsor décide d'entrer, d'accompagner le tour Amissa Bongo, c'est parce que il a peut-être, il a des objectifs à atteindre. Vous comprenez un peu. Et est-ce que le tour tropical, le Tropical Amissa Bongo va permettre aux sponsors de pouvoir atteindre ses objectifs, ou alors va pouvoir améliorer son image, si c'est l'image, ou alors va pouvoir vendre, si c'est vendre. Mais après aussi, est-ce que Amissa Bongo ne vient pas voir aussi le sponsor en fonction de ses besoins? On a parlé par exemple d'hébergement, on a parlé par exemple de transport, on parle de logistique, on parle de restauration, on parle d'assurance, on parle il y a beaucoup des micro-départements dans un événement comme celui-là. Et chaque département ou micro-département a un besoin précis. Et il y a un fournisseur de services qui répond à ce besoin précis. Donc, vous comprenez qu'il a parlé de reconnaissance tout à l'heure, Yves. Il y a un besoin de reconnaissance. Après, il y a un besoin de positionnement. Et puis, il y a un besoin de synergie. Vous comprenez un peu? Donc, l'idée derrière, c'est quoi? C'est que vous avez des agences qui peuvent vous accompagner, qui pourront identifier les différents besoins que vous avez et se rapprocher des différents prestataires de services selon le besoin. Vous comprenez un peu? Et là maintenant vous trouvez, on n'est pas dans les chiffres, mais vous trouvez les accords en fonction des besoins de chacun, quoi. Oui, exactement. Il a parlé, Pierre vient de parler de reconnaissance, Yves aussi en a fait part, Francis. Dis-moi, je pense qu'avec ce genre de sponsor, Canal+, quand même, c'est pas un sponsor camerounais, c'est pas un sponsor africain, Bolloré, PMU, je pense que la reconnaissance est quand même déjà faite. Déjà,
pour parler du cyclisme, il faut aussi être capable de pouvoir dire que la particularité du cyclisme, c'est que ils ont une stratégie. Tellement les besoins sont denses. Oui. On a généralement, contrairement au football où on veut moins de sponsors. Plus d'argent. Oui. C'est-à-dire qu'on a un peu dans les stratégies, on sait qu'on peut organiser une Coupe du Monde avec 6 sponsors, mais qui payent beaucoup pour un fort impact parce que les besoins ne sont pas les mêmes. À contrario, au cyclisme, par contre, on a des besoins, comme il l'a spécifié maintenant. C'est pas le sport le plus prisé déjà en Afrique. Donc, moi, je pense que le nombre de sponsors aujourd'hui, c'est bien pour un tournoi comme celui-là. Après, c'est pas encore énorme. Je ne connais pas les montants, je connais pas les tickets d'entrée, les sponsoring, mais de façon globale, le cyclisme fonctionne comme cela avec beaucoup de sponsors parce que vous avez peut-être en fonction des prix, meilleur grimpeur, meilleur espoir, meilleur tout cela. Et les maillots et pour la plupart soutenus par les sponsors, de là du fait qu'il va falloir transmettre, diffuser. L'autre dimension est que si on veut faire un tour à l'échelle du monde, cela a un coût, notamment l'impact médiatique, la visibilité, ça attirer des grands coureurs parce que ça aussi, la visibilité dépend du plateau sportif. Mieux vous avez des coureurs mieux rankés, plus vous avez la possibilité d'avoir une audience et tout cela en cours. Maintenant, il faut avoir des sponsors qui peuvent vous accompagner sur ce type d'ambition. Généralement, la question qu'on se pose, c'est que quand on va dans le Gabon profond, on a des entreprises qui peuvent payer 50, 100 millions pour un événement d'une semaine. Il y a Gabon Oil, par exemple, qui est un sponsor majeur. Je suis parfaitement d'accord. On parlait, Rachka citait les sponsors qui sont des multinationales. Je comprends que leur stratégie est beaucoup plus globalisante. Maintenant, à quoi ça sert de sponsorer un événement qui a une répercussion mondiale si son produit n'est pas diffusé à l'échelle de la diffusion du spectacle. Ça, il faut aussi arriver à ce type de raisonnement. Donc parfois, quand on va être logique, on va être rationnel entre les montants enlevés qui sont un peu hors de portée de certaines marques. Ça devient sélectif par nature, pas parce qu'on veut discriminer les gens, mais simplement si on vous dit le ticket d'entrée, si vous voulez sponsor peut-être bronze, dernière catégorie par exemple, avant d'aller chercher s'il y a des partenaires logistiques ou des partenaires diffuseurs, le prix, j'ai dit mes choses, c'est 150 millions. Pour une compétition qui va courir le temps d'une semaine, il n'y a pas beaucoup d'entreprises dans le Gabon qui soient capables d'aller chercher ce type de sponsoring maintenant, puisque les multinationales, comme je l'ai expliqué, une représentativité beaucoup plus large à l'échelle du monde, donc par conséquent méritent aussi une audience à l'échelle du monde. Donc, et ils sont plus aptes à se lancer dans ce type de schéma. C'est parce que les concepteurs ou bien les organisateurs de la Tropicale Amissa Bongo manquent de patriotisme parfois. Il y a deux ambitions, comme je l'ai dit, dans un tournoi comme celui-là. Il y a une dimension marketing territoriale qui peut être à l'échelle du monde par rapport à un pays qui a des stratégies. Peut-être si on va attirer des investisseurs, pour que les investisseurs viennent au Gabon, il faudrait le premier réflexe, c'est qu'il faut être capable de pouvoir identifier le Gabon dans une carte. Maintenant, la seule possibilité de faire que le Gabon en tant que marque arrive auprès d'un potentiel investisseur, il faut aller sur des drivers qui ont de l'audience, donc du sport par exemple. Mais dès que j'ai dit ça c'est la dimension à l'échelle, c'est mon économiste qui aime les mots macro, c'est peut-être l'ambition à la dimension d'un État. Maintenant, notre ambition est celle d'une marque. Il faut aussi répondre à un type de besoin. Acheter un ticket de sponsoring, c'est pas accessible à toutes les entreprises gabonaises. Bien sûr. Ça reste donc, ça devient beaucoup plus. On a l'impression, a priori, qu'on est discriminateur dans la construction de l'offre. C'est que c'est l'ambition qui doit être soutenue et sponsorisée. Et maintenant, les marques qui soient capables de pouvoir assurer une telle levée de fonds et qui ont une ambition globale vont venir. Vous avez naturellement Air France, Canal+, Bolloré, PMU. C'est des multinationales, c'est des marques françaises et ils sont dans tout le monde. Donc, forcément, parce qu'ils ont un budget, on va dire qu'ils ont un budget sur tout ce qui peut être rentable. Ils ont déjà une ambition là. Voilà, et leurs produits sont à l'échelle du monde. Donc du coup, il faut aller sur des supports, sur des sports, sur des événements, je veux dire, qui ont aussi une audience plus ou moins à l'échelle sous-régionale. Donc quand on parle à Tropicale aujourd'hui, on ne parlera pas comme si on n'en parlera pas avec
le même intérêt comme si on traitait d'une actualité à l'échelle d'une région. Oui. Par exemple, à Bitam, si on a organisé un tournoi de cyclisme, un tour cycliste au niveau de Bitam, là, on n'a pas besoin de sponsors qui soient à portée mondiale. À haute échelle, on va dire. Alors, on va finir avec ce sujet, avec toi, Yves. On a parlé de sponsors qui viennent de l'étranger, des sponsors qui sont des multinationales. Alors, pour le Cameroun, selon toi, tu es un connaisseur des finances. Pour le Cameroun, est-ce que tu penses que nous, ici, on peut organiser un tournoi de cette ampleur, malgré le fait qu'on n'ait pas vraiment ces sponsors qui courent de notre côté? Est-ce que le pays est capable de porter et de supporter ce genre d'événement? Ma réponse est directe, oui, et on est capable. Et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il y a un danger très vite à accepter les investisseurs ou les multinationales, on va dire. J'ai parlé de reconnaissance et je vais insister sur ça. Oui. La vérité, c'est que l'économie du sport dans n'importe quel pays que ce soit doit se constituer en modèle. Et c'est ce modèle-là qu'on va maintenant chercher à vendre. D'accord. Donc, si tu sautes les étapes, le modèle en lui-même n'est pas équilibré parce que tu as des réseaux, entre guillemets, ce n'est pas axé sur le résultat ou sur l'excellence, on va dire. Et parce que tu as des réseaux, les multinationales arrivent, ça va te rattraper en chemin. C'est un modèle qu'on vend, c'est pas le réseau parce que moi, je connais tel ou tel frère. Au-delà, c'est pour ça que j'insiste que l'économie du sport ne saurait être seulement le marketing sportif. Ça ne représente que 20% du marché de l'économie du sport. Que 20%. D'accord. À 30%, on a les marchés des produits dérivés, donc tout ce qui est équipement et tout. Et les organismes même qui contrôlent le club, syndicats et tout ce que vous voulez, 50%. Donc tout ça pour vous dire que si, on va dire quoi, les clubs en eux-mêmes ne sont pas disciplinés, équilibrés. Tu as beau faire toute l'excellence dans le marketing sportif que tu veux, mais tu ne vends rien en fait. Donc on peut organiser si on se concentre à effectivement valoriser ça, répandre ça d'abord localement, et on est sûr qu'à partir de là, c'est plus facile de valoriser ça à l'échelle mondiale. On va dire que c'est ce que le tournoi, ceux qui organisent le tournoi à Missa Bongo, c'est leurs objectifs. Je suis sûr que c'est leur modèle justement qu'on a essayé. C'est le modèle qu'ils ont vendu. On a fait confiance à leur modèle. On n'a pas fait confiance à un président ou à quoi que ce soit. D'accord. Alors on va tout simplement dire à tous nos coureurs, on va leur souhaiter bon vent surtout et bonne chance. C'est fini ce soir quand même. oui, mais on ne sait jamais. On sait jamais. On espère que en étant ici. Oui, c'est vrai que le classement général n'est pas encore. Voilà, le classement général n'est pas encore sorti. On va donc tourner cette page et on va passer directement à la statistique de la semaine. On prend le jingle et on revient. De la statistique de la semaine et on parle du classement mondial des ligues IFFSH. Qu'est-ce que l'IFFSH? Est-ce que l'IFFSH? Merci de votre réponse. International Football Federation History and Statistics. Oui. Donc en fait c'est une organisation internationale qui a donc généralement qui suit la base d'un certain nombre d'études établies justement chaque année des classements dans des domaines bien spécifiques concernant le football. Donc vous avez le classement des meilleurs clubs, le classement des meilleurs gardiens de but, qui est même l'un des classements les plus prisés justement de l'IFFSH. Vous avez le classement vous avez le classement des ligues donc que tu évoquais tout à l'heure. Et donc oui, effectivement, comme tu l'as dit, il y a donc un classement qui est paru donc cette semaine qui évoque justement les 80 ligues. C'est vrai que personnellement déjà j'ai été très surpris qu'il y a que 80 ligues qui soient entre guillemets rankable, c'est-à-dire qu'on peut classer dans le monde. Et j'ai été également 76e. Voilà. Et j'ai été surpris quand même également par un fait, c'est que la dernière, c'est l'Islande, qui est quand même un pays qui a fait beaucoup d'efforts ces dernières années en matière de de football. Bah aussi parce que l'île n'a que 300 000 habitants et que chacun de ces 300 000 habitants se connaît et que parfois c'est un peu difficile de former une équipe. C'est facile de former une équipe mais difficile de former plusieurs clubs. Mais j'ai été également surpris que nous soyons devant la première puissance africaine de football, la première puissance économique africaine, qui est le Nigeria, qui est donc 77e, donc juste on est 76e. Voilà, 76e. Alors donc, effectivement, comme tu demandes, il y a une question quand même à se demander pourquoi est-ce qu'on est aussi mal classé. C'est simplement parce que
Il y a, et je pense que c'est Yves qui l'évoquait tout à l'heure, le modèle. On n'a pas véritablement un modèle de championnat. Je pense que on n'a pas encore compris comment est-ce qu'on gagne l'argent dans le football. Et tant qu'on ne connaît pas comment on gagne l'argent dans le football, il est très difficile à un certain moment de pouvoir vendre un modèle justement de championnat ou un modèle ou un business model simplement ou une bonne recette. Donc moi en fait le problème qui se pose aujourd'hui, c'est que quand on voit qui est premier aujourd'hui, c'est la Liga. C'est la Liga. Vous voyez tout ce que la Liga a entrepris comme effort, comme travail, si bien que je pense que c'est l'année dernière et Yannick a travaillé justement sur ce projet là de lier justement, d'amener, de vendre davantage l'image de la Liga auprès de certaines ligues comme les ligues camerounaises pour partager son expérience. C'est-à-dire partager son business model. Et aujourd'hui, on voit que ça marche plutôt bien. La Ligue est consciente que un match comme Séville, je sais pas moi, Séville-Valladolid ne va pas lui rapporter des milliards et des milliards. Mais qu'est-ce que la Ligue a fait? La Ligue a capitalisé sur 2 matchs essentiels, à savoir Real-Barça et Barça-Real, qu'on appelle généralement le Classico en Espagne, en Europe. Et ce Classico-là, la Ligue en a fait en fait son cheval de bataille. Et aujourd'hui, on voit que c'est un modèle qui passe parce que, d'ailleurs, aujourd'hui, ils vendent ce match en Chine. Et vous savez que la Chine, c'est au moins 1,3 milliard de personnes. C'est un marché énorme. Exactement. Ils vendent également, ils ont même voulu déporter ce match aux États-Unis d'Amérique. Mais aujourd'hui, c'est encore le gros débat du côté de l'Espagne où on se dit que ce serait quand même une perte de la symbolique, justement, du machisme espagnol à aller jouer chez ce qu'on appelait à l'époque les Yankees, donc les Américains. S'il y a cette rancune-là, mais il faut dire que la Ligue a travaillé ce volet-là. Ensuite, vous avez la Première Ligue, Or, chez nous, au Cameroun, on est très loin quand même. Ben, on est en train de vouloir rentrer, hein, puisqu'on est en partenariat avec la Liga, tu l'as dit, Francis. Oui, mais sauf qu'on est très loin, Oui, on ne peut pas commencer à être là directement. On est très loin. Pierre, exactement, je veux te poser on est 76e. On est 76e et le Maroc est quand même le leader en termes de pays africains dans ce classement de 80. Oui, le Maroc, si je me trompe, il est 24e mondial. Oui. Et premier en Afrique. Premier en Afrique, exactement. Oui, je pense que Yves l'a si bien dit. Il a dit dans les derniers propos qu'il a tenus par rapport devant le championnat russe. Dans le championnat russe aussi. Non, qui joue la Champions League. Il va parler de modèle. Oui, de modèle. Et vous savez, on a parlé tout à l'heure du tour Anissa Bongo, on a parlé du modèle. Vous comprenez un peu? Alors, il se trouve que si à la LFPC, qui organise le championnat professionnel du Cameroun, on n'est pas structuré, il est difficile de faire un classement plus non, il est difficile de faire bonne figure. Il est difficile d'être premier en classe si vous ne débouchez pas à l'école. Si vous ne débouchez pas, si vous n'apprenez pas vos corps, vous ne pouvez pas réussir. Exactement. Il ne faudrait pas qu'on se trompe. Vous pourrez avoir un 10 ou un 9 selon la fraîcheur de votre cerveau. Mais si vous ne bûchez pas vos cours, il sera difficile pour vous de réussir. Donc, et maintenant, nous sommes dans une structuration, dans une situation embryonnaire au Cameroun. Et c'est pour ça que vous voyez, le Cameroun est 76e. Le Cameroun, c'est un grand pays de football. Il ne faut pas qu'on se trompe. C'est pas faux. Le Cameroun a produit de très gros talents. Oui. OK? Mais il y a un problème dans l'administration du football au Cameroun. Comment est-ce qu'on administre le football au Cameroun? Qui en sont les décideurs? Parce que si on est jugé parti au Cameroun, dans la plupart des pays, on n'est pas jugé parti. Mais si au Cameroun, parce que moi, quand je dis au Cameroun, on est jugé parti. Ça veut dire que c'est celui qui administre tout à l'heure, il parlait des clubs, des fédérations, qui forment 50%. Oui. OK? Et 50% ne sont pas structurés. Exactement. Ceux qui forment les 50% ne sont pas structurés. Donc, il est impossible que nous qui formons les 20% et que, entre guillemets aussi, nous qui impactons les 30%, oui. Même si on fait je sais pas, même si on va arriver à Einstein, on ne pourra pas faire le travail. Bien sûr, puisque la majorité, la main plus lourde n'est pas voilà, donc c'est pour ça que je disais tantôt, il y a ce que vous appelez le producteur. Si le producteur n'est pas bien structuré, si le produit n'est pas bien ficelé, si le produit n'est pas bien pensé, pas ficelé, bien pensé, il est difficile pour nous autres de le ficeler, de le vendre. Exactement. Vous comprenez un peu? Exactement. Et c'est pourquoi on se retrouve là aujourd'hui, à la 76e place quand même. Le Cameroun ne devrait pas être là-bas. Il faut dire quand même qu'au Cameroun, on devait titiller quand même les 30 premiers. On ne devrait pas être là-bas. Donc il faudrait qu'on repense à la structuration de notre football, à la structuration de notre championnat professionnel, mais surtout aussi, parce qu'on ne peut pas penser à la structuration du championnat professionnel, on ne peut pas à la structuration des clubs. Exactement. Il faudrait que les clubs soient professionnels.
Parce qu'il faut si les clubs ne sont pas professionnels. On peut dire qu'entre autres, c'est la Ligue ne sera pas professionnelle. Oui, parce qu'on a tous suivi ce qui s'est passé entre vendredi et samedi aux premières heures. Oui. Non, avant même vendredi. On a eu la réunion chez le ministre jeudi dans la soirée. Mais attendez, c'est pas sérieux. Comment est-ce que vous préparez un événement d'envergure comme le lancement d'un championnat professionnel? On parle de management et d'économie du sport, Pierre. Ça rentre dans tout ça. Ça rentre dans tout ça. Parce que moi, je ne peux pas aller vendre le football camerounais. Je ne peux pas aller vendre, je ne peux pas aller nulle part et dire, je veux 50 milliards pour le football camerounais. Si on vous dit, écoutez, à 4 jours d'un lancement où il y a des réunions de crise dans les bureaux de ministres, c'est pas sérieux. Et après, le lendemain, vous avez un président de club qui dit, je ne vais pas jouer. Alors qu'il joue le premier match. Exactement. Vous voyez un peu. Le week-end était très chargé, mais pour vous dire vrai. Je comprends pourquoi tu es fatigué. oui, parce que à la limite c'est énervant, c'est frustrant. Oui. Et parfois on a envie de jeter l'éponge, mais on ne peut pas jeter l'éponge parce que nous avons choisi un métier et nous allons travailler pour que le Cameroun puisse avancer et que le football, le sport en général, puisse sortir de la léthargie dans laquelle nous sommes en ce moment. Alors, on a donc, je pense qu'il a conclu, parce que la question que je voulais poser, c'était le plan, le modèle de la LFPC sur ce genre de classement. Maintenant, tu as tout dit, sans que je me demande. Merci. En fait, j'aimerais, s'il vous plaît, déjà, si Franck peut chercher les données, parce que les statistiques, ça reste des données. C'est en fonction de certaines variables qu'on obtient les résultats. Mais d'un autre côté aussi, moi, dans mes notes, j'ai parlé de processus performant de professionnalisation. Il faudrait qu'on arrive à un niveau, à chaque domaine de l'économie du sport, intégrer un processus performant. Parce qu'on ne peut pas, je parlais tout à l'heure en off avec mon voisin, on ne peut pas tout détruire et recommencer. Franchement, ça commence à devenir lassant. Il faut vraiment intégrer. C'est ce qu'on a l'habitude de faire. On détruit pour recommencer. Mais la dernière émission, on disait de mettre tout à plat et de recommencer. Il y a ce qui marche, mais il y a ce qui ne marche pas. Il ne marche pas. Voilà. Mais qu'est-ce qui pourrait donc marcher donc, sur le management? Voilà, il y a Franck qui dit qu'il faut mettre tout à plat. Deux secondes. Je te remets la parole, Yves. 2 secondes. J'ai fait une lettre au ministre des Sports, une lettre publique au ministre des Sports où je lui disais clairement, en fait, le problème, c'est qu'on pense qu'on est professionnel. On croit qu'on est professionnel depuis 8 ans au Cameroun. On n'est pas professionnel depuis 8 ans au Cameroun. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire sur tous les éléments? Vous savez, il y a 11 points. 11 que la FIFA a mis sur pied, qu'ils ont appelé un peu comme le 11 entrant du professionnalisme dans le monde. On ne respecte aucun de ces 11 points. La CAF a résumé ces 11 points en 5 points dans le cadre de son programme Club Licensing System. On ne respecte aucun de ces 5 points. Alors, à partir de ce moment-là, pourquoi est-ce qu'on croit qu'on est professionnel? Je vous l'ai dit dernièrement lors d'une dernière émission. Vous avez 2 clubs qui jouaient la finale de la Coupe du Cameroun, Lyon Blessé de Futuni et Eding. Même si Lyon Blessé de Futuni gagnait cette finale et qu'on avait envoyé les noms à temps, Lyon Blessé ne devait pas participer à cette compétition parce que Lyon Blessé ne respecte aucun point du système, du programme Club Licensing System. Alors, qu'est-ce qui se passe actuellement? Il faudrait expliquer aux gens, il faudrait tout recommencer à zéro. On a donné trop de pouvoir à ceux qui ne méritaient pas. Quand un président dit bloque tout un championnat parce que il n'est pas content. Monsieur qu'est-ce qui doit se passer? On doit remettre tout à plat. Et se dit repenser à un certain moment. Non, c'est pas de l'extrémisme, c'est du réalisme. Je pense que là on est en train de se disperser. Je vais rappeler le but de notre émission, c'est l'économie et le management. C'est de ça qu'il s'agit, c'est tout maintenant dans le management, dans ce genre de management, d'accord. On a peut-être un président, bon, c'est pas sûr. On a peut-être un président de club qui a dit qu'il ne jouera pas demain. C'est encore entre guillemets. Maintenant, quelle est l'importance ou bien quel est l'impact que cette non-acceptation de jouer demain aura sur le management ou bien l'économie du sport par rapport au championnat qui, il faut dire, a revêtu un nouveau costume qui se joue en play-off. Qu'est-ce qu'on perd de façon concrète, on va peut-être se répéter. On a structuré l'économie du sport en 3. Le marketing, les produits dérivés. Donc, qu'est-ce qu'on perd concrètement? J'ai pas les chiffres, mais tous les gens qui ont payé les entrées, et tous les gens qui se sont impliqués au niveau du marketing, les organisations qui ont mis de l'argent, mais attends, annuler un tel événement, mais c'est catastrophique. Je pense que c'est le même sentiment que j'ai ressenti. Non, ça veut dire que c'est normal alors, Francis, c'est normal alors qu'on se retrouve, à cause de ces déboires, on va dire, qu'on se retrouve à la 76e place, compte tenu que la LFPC
Quand on dit qu'on n'est pas professionnel, mais je vais définir Ligue de football professionnel du Cameroun. Il y a quelque chose qu'il faut remarquer déjà. Les agences de notation ne tiennent pas compte des facteurs que nous évoquons sur le plan vraiment endogène, c'est-à-dire un président de club qui a dit ceci, ça n'intéresse pas une agence de notation pour faire une évaluation. Maintenant, quand on parle de la structuration de façon générale, il faut être capable aussi d'y mettre des éléments culturels et des éléments contextuels, je veux dire. Quand on parle du modèle espagnol, par exemple, l'Espagne qui est classée première ligue dans le monde, ça a un départ, ça a quelque chose de structurel. Maintenant, si l'Angleterre, par exemple, la première ligue et les deuxièmes, ça aussi, il y a des éléments qu'il faut intégrer. De façon générale, c'est souvent faux à quelques exceptions. Le sport business, je le dis souvent, se porte bien là où les dépenses publicitaires sont les plus élevées. Peut-être on me demandera est-ce que ce qu'on dépense en publicité au Maroc est supérieur à ce qu'on demande, ce qu'on dépense en publicité en Afrique du Sud ou au Nigeria. Non, c'est pas vrai, mais après il y a des éléments de contexte. Il y a des pays qui, par tradition, sont des pays de football. Maintenant, s'il faut revenir sur le modèle anglais ou le modèle espagnol, par exemple, qui marche, il y a des éléments, comme j'ai dit, culturels dans quelque chose. L'Espagne, c'est un pays par tradition de football. Bien sûr. Ils ont peut-être une certaine émancipation. Ils ont construit un modèle de ligue autour des deux clubs qui, historiquement, étaient les premiers. Il ne faut pas aussi l'oublier. Quand on parle du Real, quand on parle du Barça, quand on parle de Liverpool, ce sont des clubs qui ont déjà fêté leur centenaire il y a un peu plus de 10 ans aujourd'hui. Donc il y a une histoire, il y a un storytelling qu'on peut raconter quand on est pas dans la même cour quand même. Quand on est dans une nouvelle ligue. Maintenant, pour revenir sur le cas spécifique du Cameroun, je ne pense pas que des éléments liés au mauvais classement du Cameroun soit seulement imputable au seul management, au seul manager du football. Ça sera un peu, je ne vais pas dire malhonnête, ça sera un peu ignoré ces aspects. C'est-à-dire que la performance... Il va l'air tout à fait d'accord avec ce qu'on s'est dit. La performance, elle se conçoit. Dès qu'elle se conçoit, elle se finance. Comment on lève le fonds, comment on la finance, ça, il y a une autre mécanique. Mais c'est la question que je pose souvent aux gens. C'est vrai, on a eu un football il y a une dizaine d'années qui avait des éléments qu'on n'a pas aujourd'hui, mais en cela on n'a pas eu le meilleur football en termes de financement. Il y a des clubs au Cameroun qui ont eu des budgets à plus de 1 million d'euros. 1 million d'euros. 1 million d'euros. Le Tonnerre Kalara Club, par exemple, était l'un des premiers clubs professionnels avec un budget plus d'1 milliard de francs CFA. Au Tonnerre de Yaoundé, on a payé les joueurs à 1 million, 2 millions, 3 millions le mois. On a vu Olympique d'un volley. Ça n'a pas marché. Il y a la passion du football. Il y avait des finances. Maintenant, il y a une mécanique qui n'y a pas. C'est à ce niveau-là que je pense que... Yves a raison quand il parle de process. Comme je l'ai dit, il faut qu'on ait une vision. Et derrière la vision, qu'on ait un projet, qu'on ait des moyens de les financer. Maintenant, pour le cas spécifique du Cameroun, moi j'accuse souvent l'État. Et ceux qui vendent des projets à l'État, il y a ça. En Espagne, par exemple, il y a toute une industrie qui est basée autour du sport. En Allemagne, par exemple, il y a toute une grande industrie qui est basée autour du sport, parfois qui atteint le chiffre de 0,5% du PIB. Si on vous dit que l'Espagne est la première économie européenne et qu'on vous dit que seulement le secteur du sport business représente 5% du PIB, c'est pour dire la masse d'argent que cette industrie génère. Maintenant, il fait les questions au Cameroun, par exemple, de revenir. Si on veut avoir une ligue, la ligue doit se poser sur une vision qui est définie par l'État. Est-ce qu'on veut une ligue qui divertit, c'est-à-dire qui va remplir les premières missions, genre on est stressé, on va aller voir un match de football, est-ce qu'on a un discours social, est-ce qu'on a un business model, est-ce qu'on voudrait que la ligue participe au PIB du Cameroun? Ça, dès qu'on a résolu ça, le reste suivra, on va trouver de l'argent, on va trouver des gens qui ont la compétence et l'expertise. Et c'est vraiment la satisfaction, c'est qu'il y ait un classement et qu'on rentre dedans. Maintenant, les notations, c'est aussi des particuliers qui nous servent de curseur. C'est eux qui nous permettent d'ajuster nos objectifs, de dire, ok, d'accord, est-ce qu'on roule à 60 à l'heure, est-ce qu'on va aller à 300 à l'heure comme les autres? En termes de potentialité, le Cameroun a beaucoup d'éléments positifs, plus que l'Espagne par exemple. Je prends souvent au niveau des villes.
j'aime le modèle économique de Villarreal. Mais ce qu'on ne dit pas aux Camerounais, c'est que Villarreal, c'est 60 000 habitants par là. Ça veut dire qu'une ville comme Bafia, un département comme Lombam est plus peuplé que Villarreal. Ça veut dire qu'on peut aussi avoir un modèle de club en BAM qui est du modèle. Et le stade, c'est 40 000. Et le stade, c'est 50 000 places, entièrement conçu par une filière locale qui est celle de la céramique. C'est justement à ce niveau-là que je dis, pour qu'on ait une ligue, la ligue a un objectif. Est-ce qu'on veut faire un championnat ou pour le social? Ok, si c'est comme ça, contenons de ce qu'on a parce qu'ils remplissent déjà les missions sociales. Maintenant, si on veut faire un championnat professionnel qui veut contribuer à l'économie du Cameroun, qui va atteindre les pourcentages dans le PIB du Cameroun, il faut qu'on y mette une stratégie et des experts comme analystes. D'accord, Francis, avant de revenir, parce qu'on est en train vraiment de s'étendre, et on va passer, on est à vivre sur le même sujet. On va prendre un reportage de notre confrère, notre correspondant qui s'appelle Bertrand Vondor. Je me retrouve sur mes écrits. Bertrand Vondor, il est correspondant permanent du Sport Business Squad dans le Maghreb. Il va justement nous parler de football, de financement. Il va nous dire comment est-ce que se finance aujourd'hui le football dans le monde et comment implémenter le modèle africain. Maintenant, prenons donc ce reportage de Bertrand Vondor et on revient. La Fédération internationale de l'histoire et des statistiques de football a donc rendu public dimanche dernier le classement des meilleurs championnats du monde. En Afrique, le Maroc vient en tête avec 511,1 points, classé 27e mondial, suivi de la Tunisie, de la République démocratique du Congo, de l'Égypte et puis de l'Algérie. On se pose bien des questions de savoir qu'est-ce qui fait la force du Maroc durant cette année 2018. Il faut noter que la Fédération marocaine de football a mis en place une politique sportive qui, n'est-ce pas, permet, n'est-ce pas, une bonne élaboration du championnat avec l'arrivée de Maroc Télécom, la maison mère de téléphonie mobile du Maroc, qui finance le championnat à hauteur de 1 500 000 € environ. Et puis le logo de cette maison de téléphonie mobile est, n'est-ce pas, implanté sur tous les maillots des 16 clubs de l'élite 1 et les 16 clubs de l'élite 2. Il y a également la structuration du championnat en lui-même. Notons que les clubs sont exigés d'avoir un cahier de charges bien défini, notamment la mise en place d'un budget, qui va à 900 000 € en minimum chaque début de saison, et également une commission de contrôle de gestion des clubs qui est mise en place par la fédération qui permet, n'est-ce pas, à contrôler chaque fin du mois si les cahiers de charges de chaque club sont respectés, notamment le statut des joueurs, les salaires et puis les primes des joueurs. On va également noter l'arrivée des grands noms du football au monde, à savoir, je prends un exemple particulier, Alain Traoré, le frère de l'autre, qui donc a évolué longtemps en France, à Auxerre, à Brest, à Monaco, et qui a fait un tour du côté du Qatar, qui est revenu, n'est-ce pas, pour évoluer au championnat marocain. Nécessairement, ça a apporté beaucoup de visibilité et de sponsoring de ce côté-là. Également des entraîneurs étrangers qui sont au banc de touche des clubs, notamment au Wydad Athletic Club de Casablanca, au Raja de Casablanca et dans le club des phares de Rabat. On va aussi, n'est-ce pas, rappeler que les clubs sont soumis à un statut de société anonyme selon la loi du 30 septembre relative à l'éducation physique et au sport. Il y a un autre point très essentiel, c'est les droits de télévision. La Fédération royale marocaine de football sait donc vendre son championnat. La Société nationale des radiodiffusions et de télévision et la firme du groupe Beansport TV ont donc trouvé un accord pour céder les droits de diffusion à cette chaîne du Qatar qui a donc toute la charge de retransmettre les matchs de première division et de deuxième division du championnat marocain de football. Il faut noter que cet argent permet, n'est-ce pas, à aider les clubs marocains à mieux, n'est-ce pas, mettre
à mieux se structurer. Et chaque club aussi a un centre d'entraînement de football et puis un logo, un bloc de supporters autant pour moi qui permet des entrées au niveau de chaque match de la saison. Voilà donc en quelque sorte, en gros, tous les éléments qui permettent au championnat marocain de dominer un espace classement en Afrique. Vous avez bien écouté cet entretien qu'on a eu avec notre correspondant du côté du Maghreb, Bertrand Vondo. Il nous a fait l'état du championnat marocain et pourquoi est-ce qu'il est 24e en liste sur 80. On a quand même, il nous a dit, il nous montre comment tous les clubs ont un stade de football quand même. Ouais, enfin, quand on parlait de structuration, je pense que c'est dans ça que vous alliez. C'est ce que je disais tout à l'heure, ça rentre dans les 5 points du club licensing system, c'est-à-dire avoir des infrastructures. Et je pense que lui qui intervient depuis Casablanca, il connaît très bien les performances du Wydad qui fait des performances incroyables aujourd'hui. Ce n'est pas, je vais dire que c'est juste une question de volonté. D'abord, tout part de la volonté. Et justement, en off, on avait un petit débat où à la question justement de savoir est-ce que les clubs camerounais sont des entreprises. C'est difficile de ça. Effectivement, tous les clubs sont des entreprises au Cameroun, mais on a du mal à se rendre compte. Parce que quand on prend le modèle entrepreneurial, pour nous qui sommes des chefs d'entreprise, je crois que tous les 4 ici sur la table, on est des chefs d'entreprise. J'ai un conseil d'administration, moi, dans mon entreprise. Mais comment est-ce qu'on est arrivé pour que le président du conseil d'administration ait autant de rôles à jouer au sein de l'entreprise? Aujourd'hui, quand même, c'est ça le véritable problème. C'est-à-dire, on se demande comment est-ce qu'on en est arrivé là. Les clubs n'ont pas de directeurs généraux. Et quand on parle d'entreprise, c'est-à-dire que quand on dit CEO, ça veut dire que je suis directeur général de l'entreprise. Donc, où sont les CEO des clubs? Où sont les directeurs généraux des clubs au Cameroun? C'est toutes ces questions qui nous amènent. On a un petit amalgame avec CEO et président de club. Et le pire, je chute vraiment, Francis, donne-moi 2 secondes. Je chute en disant, et comment est-ce qu'on admet cela, mais on a encore des débats un peu comme dans les clubs dits mystiques. J'appelle ça mystique parce que pour moi, c'est incompréhensible. Donc, comment on arrive à ce que dans ces mêmes clubs-là, on a des associations qui soient aussi puissantes que l'entreprise qui est censée piloter le club, et comment on a au sein de ces associations-là d'autres associations encore qu'on appelle le conseil des sages, qui est même encore plus puissant que l'association et l'entreprise. Comment on en est arrivé là? Je pense qu'on répondra à cette question. Il y a Francis, attendez, on va recadrer les choses. Il y a Francis qui va parler et en 2 minutes il va répondre et on va passer à autre chose. Francis, vas-y. Voilà, ok, vas-y, on revient d'accord. Vraiment pour faire très rapide, je le répète encore. Parfois on se trompe de débat. Est-ce qu'il est possible qu'une entreprise bien construite, bien structurée, fasse faillite? Non. Si. Pourquoi si? Si. Possible. Il y a une entreprise bien structurée avec un conseil d'administration qui ferme parce qu'elle ne fait pas du chiffre. Oui. Le reproche qu'on lui fera, c'est quoi? C'est de n'être pas constitué en entreprise? Non, c'est le business model. Est-ce que c'est rentable d'être une entreprise dans ce marché-là? Si c'est pas rentable, on va fermer. Donc, le débat sur la structuration des championnats, qu'il soit du modèle association, qu'il soit du modèle entreprise, c'est un faux débat. C'est-à-dire qu'aucun raisonnement scientifique ne permet de dire que c'est quand on est en association qu'on aura le meilleur championnat. Ou bien quand on est organisé en entreprise, que ça va organiser. Tout est fonction de l'écosystème de l'entreprise. Alors, en Liga. En Liga, il y a 2 modèles. Il y a le modèle club. Et c'est que pour la Liga et club, c'est ce qu'au Cameroun on refuse au Tonnerre de Yaoundé, au Canon de Yaoundé, à Lyon de Douala, l'appellation club mythique. C'est-à-dire qu'il y a une dualité entre une association qui est puissante, qui est conservatrice, qui a un patrimoine immatériel à défendre, parce que le vrai patrimoine d'un club, c'est pas l'actif financier, c'est l'actif immatériel. C'est pour cela qu'on sponsorise. On ne sponsorise pas forcément parce qu'il y a une masse d'argent. C'est pas vrai, ça marche pas en publicité. Il y a une histoire que le Barça a, et les gens qui sont à même de pérenniser cette histoire sont les socios. Ils sont constitués à une association. Si les socios ne sont pas d'accord, tu n'es pas président du Barça. Mais dans l'entité du Barça, il y a une entreprise qui est là. Qui peut être une entreprise de banque, du BTP, bref, ça peut être un consortium. L'entreprise est là et l'association est là et s'entendent.
La preuve, les 2 meilleurs clubs du monde sont le Real et le Barça. Ils sont donc, le problème avec le Cameroun? Le problème avec le Cameroun, je le dis encore, c'est l'objectif qu'on a donné au championnat. Et on est dans un environnement où il faut tout investir. Peu importe ce qu'on dira au Cameroun, il faudra l'investissement. Maintenant, on va dire qu'on veut des clubs. Oui, on veut des clubs qui ont un stade de football, qui ont tout. Ok, dès qu'on a ça, qu'est-ce qu'on gagne à la fin du championnat? C'est la question qu'on se pose. Je connais des plans de clubs au Cameroun qui sont venus avec des milliards en 2 saisons. Ils sont fait ruiner avec toute la bonne volonté. Ça veut dire que c'est l'écosystème qui n'est pas encore approprié pour un football industrialisé. D'accord. Maintenant, pourquoi ça en arrive à ce niveau-là? Il faut que l'État intervienne. Puisque moi je dis, toi qui dis que mes aînés parfois se trompent, nos pères qui disent le football. On a vendu un mauvais produit au pays en Afrique. Donc d'où la mutation d'un modèle social vers un modèle industrialisé. Et ça, je me dis peut-être ça ne marche pas parce qu'après tout, il y a une question d'efficience économique. Est-ce que l'investissement à l'heure actuelle vaut la peine? Ok, je vais donc passer la parole à Yves qui avait apparemment beaucoup à dire. Il a même pris des notes. Ça s'embrouille tellement dans ma tête parce que je sais pas comment commencer. Je vais essayer d'organiser. En 2 minutes. D'être très rapide. Déjà, je reviens d'abord, on ne va pas tout casser. On peut faire ce qu'on appelle de la restructuration. Quand je parlais de processus performance, c'était plus dans la restructuration que tout casser. Un peu comme un réaménagement. Voilà, donc on voit les piliers de base et puis on essaye de... Ça, c'est fait. D'accord. L'autre côté, toujours pour répondre à ta question, on a un modèle calqué européen basé sur la méritocratie. Donc, c'est des formes pyramidales où, en théorie, les clubs, les meilleurs évoluent. Alors que il faut le penser vraiment en entreprise. Pour faire des similitudes ou une métaphore, les équipes sont des entreprises qui produisent des biens. Je ne sais pas si on en face, qui produisent des biens pour un gain final qui est le tournoi, le championnat, être premier, c'est ça. Donc quand ce CEO, directeur général, tout ce que vous voulez, a son club, sincèrement, il ne doit pas penser, avec tout le respect que j'ai pour lui, à qui est son meilleur joueur, qui est son machin truc. Il doit penser qu'il est en train de faire un investissement. Mais beaucoup de directeurs ne pensent pas qu'il fait un investissement, ils pensent qu'il fait du social. Comme mon voisin a dit. Donc, eux, ils ont une conception de mérite et de social, alors qu'on est plutôt, on doit passer à un modèle américain ou. En parlant de modèle américain, je vais passer la parole à l'américain de cette. Je vais passer la parole à l'américain de cette table. En fait, Yannick intervenait pas la dernière fois, la précédente fois. J'ai voulu couper, mais j'ai j'ai laissé passer. J'ai voulu couper parce que je voulais appuyer quelque chose. Vous savez, quand les 3 dernières années de Michael Jordan en NBA, Michael Jordan rapportait à l'État américain 1,4 milliard de dollars au niveau des impôts. Vous voyez un peu, au niveau des impôts. Vous savez que ce que l'État américain prélevait sur tout ce qui était produits dérivés. On parle d'une seule personne. Une seule personne. C'est une personne. Vous comprenez un peu? C'est pour dire qu'au Cameroun, on parlait quand il parlait du modèle marocain, avec le Botalo là. Botalo Maroc. Botola. Voilà. Donc, on respecte le naming cette fois-ci. Il faut que Yannick ne me pas après. donc, en fait, c'est pour dire que on peut aussi réussir. C'est-à-dire qu'on peut prendre des modèles. Et au Cameroun, aujourd'hui, on a eu des très grands joueurs. Bien sûr. On a eu des très grands joueurs qui sont partis. Par exemple, Bertrand l'a dit tout à l'heure dans son truc. Il y a des anciens joueurs qui sont rentrés, qui ont joué au Cameroun. Au Gabon, vous allez voir, il y a eu Daniel Cousin qui est rentré, il y a eu le frère, le père Aubameyang qui était rentré avant. Il y a eu beaucoup de personnes qui sont rentrées. Les Bill Chateau sont allés finir leur carrière Pierre Mélène au Gabon. Oui, c'est vrai. Au Gabon, mais ils ne sont pas venus au Cameroun. Et c'est là moi je tire souvent sur ce nombre de personnes. Et Pierre Mélène, il est venu au Cameroun. C'est pour ça que la fois on parlait de Pierre Mélène étant administrateur du Canon, moi j'étais content. Pour dire Pierre Mélène a œuvré. Eux maintenant joueurs à l'évolution du football Cameroun. Vous voyez un peu. Maintenant, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure. Je reviens et tu chutes, s'il te plaît. Oui. Yves l'a si bien dit. Nous, au Cameroun, nous avons un problème. On confond tout. Parfois, on confond même le football à la politique. En fait. On confond le football au social. Peu de présidents de clubs ou alors directeurs généraux de clubs
se mettent en tête qu'ils sont des businessmen. Qu'ils investissent. Vous comprenez un peu? Moi j'insiste sur ce point. Le business. On n'investit pas pour perdre. Bien sûr. On investit pour faire gagner. un chiffre. Bien sûr. Alors, tout ce que l'État... Moi, je dis encore, moi, je refuse, et je dis haut et fort, que je refuse que l'État donne de l'argent au club. Moi, je dis, l'État doit amener les clubs à travailler. Oui. Je prends une simple mesure. Que l'État dise, OK, on a une définition d'ordre de 5% par exemple sur le sponsoring aux activités liées au sport. Quand on voit ça peut-être à la hausse, qu'on accompagne les clubs et qu'on facilite un certain nombre de mesures. Et comment les accompagner si ce n'est pas les financer? Non, on le finance pas. On ne finance pas. Je vais vous dire. Il y a que Yannick dans ce plateau qui veut que l'État finance le club. Je pense que Yannick, on ne finance pas. Je pense que Yannick va vous trucider, mais on va revenir là-dessus. Restons logiques dans nos histoires, n'est-ce pas? Si vous apprenez à quelqu'un à pêcher et que vous montrez la route de la rivière, il pourra pêcher. Bien sûr. Mais si à chaque fois vous donnez du poisson, vous rendez pas le seul. Et c'est comme au Cameroun aujourd'hui. Les présidents de club refusent de jouer parce qu'il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Mais il n'y a pas d'argent, comment? Vous savez, je ne vais pas citer les noms, mais il y a des présidents de club dans ce pays-ci, la saison écoulée, qui ont vendu au moins 4 joueurs, qui ont fait pas moins de 200 millions. C'est beaucoup d'argent déjà. Et ils vont dire que non, on n'a pas d'argent pour envoyer les enfants s'entraîner. On n'a pas d'argent pour payer les problèmes. Et on a parlé tout à l'heure. Donc, au niveau de la Fédération marocaine de football, il y a un contrôle de gestion, qui a un œil chaque mois sur la gestion des clubs. Au Cameroun, je vais vous dire une vérité, Rachka. Si le Bureau international du travail entre dans le football camerounais, beaucoup de présidents de clubs iront en prison. On va fermer beaucoup de clubs. Ok. Parce qu'on ne respecte pas les contrats des joueurs. J'ai une question à poser. Non, on va pas poser des questions. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va toujours rester dans ce financement du football. Ouais. Et on va connaître un peu comment est-ce que ça se passe pour financer le football dans le monde et quel est le rang des pays africains dans ce financement. On va donc écouter notre confrère de monde.fr du côté de la régie. Je pense qu'on est prêt. On regarde et on revient là. Les clubs de football peuvent-ils faire faillite? Pour le savoir, commençons par regarder de quoi sont composées les recettes des clubs de football européens. 10% sont constitués par la billetterie, 30% correspondent au sponsoring et au marketing. En effet, certaines marques sont prêtes à payer cher pour être associées à un club. Par exemple, Groupama a versé entre 5 et 7 millions d'euros à l'OL pour que le Stade de Lyon soit renommé pour 3 ans Groupama Stadium. 60% correspondent aux droits de retransmission des matchs à la télévision. Ceux-ci ont considérablement augmenté. Il y a 30 ans, les droits de diffusion en France des matchs de Ligue 1 s'élevaient à 800 000 euros. Depuis 2016 et jusqu'en 2020, Canal+ et beIN Sport payent ce droit au total 748 millions d'euros par an. La Ligue de football professionnel reverse les droits perçus au club. 50% de la somme est répartie entre eux de manière égalitaire. Les 50% restants sont redistribués en fonction de leurs performances sportives et de leur notoriété. Pourquoi ces recettes ont-elles autant augmenté? D'abord, parce que les clubs sont obligés d'accroître leurs recettes pour pouvoir continuer à acheter des joueurs notamment. En effet, depuis 2012, l'UEFA interdit aux clubs de dépenser plus que ce qu'ils ont gagné lors de la saison écoulée. C'est la règle du fair play financier. Ensuite, du fait de l'attractivité et de la mondialisation croissante du football. Les Chinois, comme les Indiens, en sont de plus en plus friands. La finale de la Coupe du Monde en Corée en 2002 a par exemple réuni 1,1 milliard de téléspectateurs. Enfin, cette attractivité suscite l'intérêt d'investisseurs étrangers qui gonflent artificiellement les recettes pour pouvoir dépenser sans compter. En effet, en achetant des grands clubs, ils ne cherchent pas forcément à gagner de l'argent, mais plutôt à valoriser l'image de leur nation et peser dans les relations internationales. On parle de soft power. Le PSG a ainsi été racheté par l'émir du Qatar et le Milan AC par des investisseurs chinois. Cependant,
Même si les recettes augmentent, la très grande dépendance des clubs aux droits télé rend ce modèle économique fragile. En effet, les chaînes de télévision pourraient se retrouver en difficulté financière car elles imposent des tarifs pouvant décourager les téléspectateurs. Ils sont de plus en plus nombreux à s'en détourner et à privilégier le streaming ou les retransmissions dans les bars. Privés de la majeure partie de leurs recettes, les clubs seraient donc incapables de faire face à leurs dépenses. De plus, les riches investisseurs peuvent également décider d'abandonner les clubs, comme cela est arrivé au club de Malaga, qui s'est effondré lorsque les Qataris l'ont délaissé. On va dire que nos confrères du monde.fr ont résumé tout ce dont on a parlé ici sur ce plateau et bien détaillé. Mais j'aurais une question par rapport à ce sujet, financement du sport, du football précisément dans le monde. Comment est-ce que nous, en Afrique, on peut avoir ce genre de sponsor? Que ce soit l'Asie, non, ne ris pas Pierre, s'il te plaît. Que ce soit l'Asie, que ce soit la Turquie, que ce soit l'Inde, comment est-ce que nous, on peut faire pour avoir ce genre de sponsor en Afrique, pas seulement le Cameroun, parce que aussi... En fait, il faut comprendre un truc. Si vous regardez très bien dans le modèle de sponsoring ou alors le schéma de sponsoring, vous allez vous rendre compte qu'il y a des entreprises qui ont des joint ventures, qui sont des banques, des banques ou alors des entreprises d'investissement financier. Vous avez des industries, vous avez des assurances, vous avez la nouvelle formule des pays qui essaie de vendre. On a vu aujourd'hui, je prends le cas très simple, c'est vrai qu'on parle de ce qui se passe sur l'Afrique, mais je prends un cas très simple du Rwanda avec Arsenal aujourd'hui. Vous voyez un peu. Donc, ça peut être aussi l'inverse, ça peut être le Rwanda qui décide d'investir au Cameroun, parce que le Cameroun va organiser la CAN, qui décide de mettre visite au Rwanda sur un match de coton, ou sur n'importe quoi et tout ça. Mais, en fait, l'idée derrière, c'est que pour qu'on réussisse chez nous, j'insiste d'abord sur la structuration. Après, il faudrait qu'on ait un modèle économique vendable qui peut attirer des gens. Vous voyez un peu. Maintenant, après, il ne faudrait pas oublier le côté qui revient aussi au gouvernement, la facilitation des process. Vous voyez un peu. On va vous dire par exemple que Coton Sport a failli rater son vol parce qu'il y a eu une lenteur au niveau des déclassements d'argent, parce que donc il y a tout ça qui rentre en jeu. Maintenant, après ça, on a le pouvoir d'achat de la population. Vous voyez un peu. Il sera difficile pour moi de vendre un maillot du Canon sportif de Yaoundé par exemple à 20 000 francs, alors que le mec qui est taximan ramène à peine 75 000 francs chez lui par mois. Vous comprenez un peu. Donc, bref, il faudrait qu'on s'asseye autour d'une table et qu'on définisse quelles sont les priorités de l'Afrique sur le plan sportif, quelles sont les priorités des entreprises qui sont implantées sur l'Afrique et comment est-ce qu'on peut séduire les potentiels investisseurs. Moi, pour répondre à ta question concernant la territorialité, il faut dire qu'ils sont déjà là en fait. Peut-être il manque simplement la bonne approche. Quand vous voyez aujourd'hui en Côte d'Ivoire par exemple, vous avez un groupe qui diffuse les matchs du championnat ivoirien. Cette télévision s'appelle Canal+. Et on sait qu'il y a des enjeux géostratégiques, c'est-à-dire que derrière, on se dit, ok, nous, on est l'entreprise Bolloré Logistique Africa. Et dans notre consortium, on a un média qui s'appelle Canal+. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Nous, on veut la gestion du port d'Abidjan, par exemple, c'est un exemple. On veut la gestion du port d'Abidjan et qu'est-ce qu'on peut peser en retour pour davantage amener quand même la Côte d'Ivoire à comprendre notre bonne volonté. On dit, ok, super, nous on aime bien votre championnat, on va le diffuser. C'est ce qui s'est passé à Malaga. Je crois que dans votre reportage, tout à l'heure, on évoquait ça. Vous avez, on l'a pas dit, mais il y a les Qataris. Oui, c'est clair. Je vous explique comment ça se passe, ce type de business model. C'est la raison pour laquelle le sponsor va partir quand même. Non, c'est pas, on n'est pas encore on parle pas des sponsors qui partent, on parle des sponsors qui viennent. Par exemple, je dis les Qataris veulent
contrôler le port de Malaga. Ils disent, ok, nous on sait qu'à Malaga, la population aime beaucoup le football. Nous, on va sponsoriser le football. Oui. Mais en retour, quand même, c'est-à-dire que dans notre package, parce qu'il faut dire que c'est une offre. Dans notre offre, on vous dit, ok, ce que nous on apporte, on veut la gestion du port de Malaga. Oui. Et dans l'offre, on sponsorise le club de Malaga. Mais au-delà de ça, moi, le modèle qu'il faudrait, et je pense que toi donc dit tout à l'heure, le souci c'est quoi? C'est qu'on n'arrive pas à intéresser ces gens. Avant de venir dans cette émission, j'ai un garçon qui est entré dans mon bureau. Il m'a dit, il veut organiser un tournoi d'e-sport. Et il ne sait pas comment financer cela. Il a déposé plein de demandes de sponsoring partout. Oui. Ça n'a pas marché et tout. Et je lui ai dit, ok, tu organises ton championnat? Oui, il me dit, genre, d'habitude, j'organise dans un bar qui n'est pas loin de... Non. Je dis, ok, super. Bon, qu'est-ce que tu as fait concrètement pour que... Il me dit, on a fait des lettres, on a envoyé les dossiers de sponsoring, ça n'a pas marché. Tout ce que je lui ai dit est aussi simple que ça. C'est-à-dire que, premièrement, il faut relever le niveau de ton championnat. Il faut avoir de l'ambition parce que le sponsor aime les organisateurs ambitieux. Oui. Tu as l'avantage que... Il n'y a que 8 pays qui ont cet avantage dans ce pays actuellement, dans ce continent, ça s'appelle Canal Olympia. Oui. Si tu vas organiser un tournoi de e-sport et que tu vas avoir la même portée que ce qui se passe partout dans le monde, il faut que tu sois dans une salle qui est aux normes internationales, donc Canal Olympia. Il me dit, ouais, mais Canal Olympia, c'est très cher. Nous, on a déposé un truc là-bas, je suis sûr qu'ils vont pas accepter. Je dis, quelle est l'offre que vous avez fait à Canal Olympia? Il dit, on a déposé une demande de sponsoring, ça ne suffit pas. Je lui ai dit, la dernière fois que vous avez organisé un championnat, vous avez mobilisé combien de personnes? Il me dit, ça fait 400 personnes. Ok, super. La salle Canal Olympia, c'est 350 personnes. Si tu vas vers Canal Olympia, tu lui as dit, ok, super. Moi, je suis capable de mobiliser 350 personnes sur 3 jours de tournoi. Ça fait environ, disons, au bas mot, au pire des cas, 700 personnes que je suis capable de mobiliser. Alors, quand Canal Olympia voit ces 700 000 personnes, vous leur dites, ok, si chaque personne... 700 000 personnes. 700 personnes, autant pour moi. Si chaque personne parmi les 700 donne seulement 1000 francs ou 1500 pour l'entrée, vous pouvez calculer le chiffre d'affaires de Canal Olympia. Et vous leur dites qu'en plus, l'événement sera super médiatisé et tout. Donc, il y a l'avantage communicationnel, il y a l'avantage marketing et il y a le chiffre d'affaires. D'accord. Il faudrait qu'on explique aujourd'hui que dans la façon de formuler, et moi, c'est l'une des critiques que je fais chaque fois à nos ligues locales. Lorsque vous formulez une demande de sponsoring, il faudrait qu'elle soit adaptée aux sponsors. Exactement. Il faudrait qu'il soit, non seulement il soit adapté au sponsor, mais adapté au business model du sponsor. Pareil, pour Coca-Cola, ils vendent des bouteilles de jus. Si vous dites, ok, j'ai 700 personnes que moi je peux mobiliser Coca-Cola, qu'est-ce que tu fais quoi? Ok, super, je te donne 700 bouteilles de jus. Vous calculez le chiffre d'affaires, c'est aussi simple que ça. C'est ça le business aujourd'hui. Et c'est pareil dans le domaine du sport. Ok, donc on va poser la dernière question pour conclure avec Opi sans vouloir frustrer les uns et les autres. On va poser la dernière question à Yves qui avait à dire. On a parlé de modèles, on a parlé de... Oui, il a pris beaucoup de notes surtout. Surtout pour moi. Alors, on a parlé de restructuration, on a parlé de modèles. Ouais. Bon, quel serait le business model idéal pour améliorer le financement des organisations sportives africaines? Le business model idéal, dis-toi qu'on t'écoute et que la FECAFOOT, la LFPC et tout ce qui est sportif au Cameroun t'écoute et peut prendre exemple sur ce que tu dis. La vérité, c'est que si je dois le dire ici, c'est Obama 200 pages d'un livre. Non, mais en quelques mots. Résumé, je vais prendre le point primordial ou on va dire quoi, indispensable de départ. Oui. Régionaliser, localiser tout. Ce que je veux dire, c'est quoi? On te dit l'économie du sport désigne l'ensemble des relations et des flux économiques qui sont déclenchés par des activités sportives. Oui. Donc ça veut dire que qui est grand investisseur ou pas, pour qu'un club, les joueurs jouent, on doit acheter les godasses, on doit acheter des maillots, on doit acheter les ballons, etc. L'équipement en général. Et ça coûte de l'argent. Ça coûte beaucoup de l'argent. Tout à fait. Alors, si en plus tu parles de douane, mais on ne voit pas l'impact économique de ça parce que justement ça vient de la douane. Mais si c'était un de mes opérateurs économiques locaux qui fabriquait tous ces maillots, je vous assure qu'on aurait vu l'impact économique. Puis, ce même qui a un grand chiffre d'affaires annuel, dans un contrat, il aurait obligé de donner une petite quantité de son chiffre d'affaires annuel au club en question. C'est vrai. Ça aurait été plus facile. Donc, combien de clubs ont des boutiques, par exemple? Moi, j'aime Canon, mais je trouve le maillot de mon meilleur joueur où? Alors, comment j'amortis les charges? Comment je vais pas aller toujours vers le social?
Parce que j'amortis rien, je dépense seulement, je dépense. Je ne gagne. Donc on est en plein dans le fair play financier ici au Cameroun alors. C'est ça. Je peux dire mon. Oui, vas-y. Moi, je reviens à ce que j'ai dit. C'est intéressant de parler de business model dans la mesure où cela existe. On ne va pas réinventer la roue comme on dit, mais je dis il y a des préalables. Il faudrait qu'on se donne une ambition et qu'on travaille. Le premier problème, la première chose sur laquelle il va falloir agir, et je le dis souvent quand on parle du sport et du financement, il faut d'abord qu'on intègre que la personne qui paie l'addition, c'est l'utilisateur final, donc c'est le consommateur. C'est les ménages qui financent le sport. On va tout dire, tourner ça comme vous voulez, c'est des ménages. Ce qu'il faut faire, quand on va adapter un business model, on l'adapte en fonction du pouvoir d'achat des ménages. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, les ménages au Cameroun peuvent permettre de soutenir l'économie du football. J'ai fait juste une analogie. On parle de la Ligue, la première Ligue. La Liga, en termes de ressources en droit TV, c'est 15% qui provient du territoire de la Ligue. Ça veut dire que s'il ne fallait que compter sur les Espagnols, la Liga aurait fermé. Bien sûr. D'où l'audience internationale. Maintenant, est-ce que nos clubs ont la possibilité de développer une audience internationale capable de pouvoir financer? Non, il faut donc d'abord qu'on travaille avec des médias. Oui. Puisque le sport, c'est la publicité. Bien sûr. Dès qu'on va développer l'audience de nos événements sportifs, on va trouver un juste milieu entre le coût d'une insertion publicitaire, parce que ce qu'on ne dit pas aussi, c'est quand on fixe un prix sur le marché, un prix du pain, on le fixe, un produit comme une clé USB par exemple, la fixe en fonction des charges inhérentes au produit jusqu'à la publicité. Donc maintenant, si on veut un sport structuré, il faut un travail pensé global, c'est-à-dire que penser à l'échelle du Cameroun, pas à l'échelle de la Ligue. Parce que la Ligue n'est pas une entité à part. Le club vit dans un environnement avec des menaces et de toutes ces potentialités. Mais le seul régulateur, la seule personne qui doit penser, c'est l'État. D'accord. La seule personne qui doit penser, c'est l'État, oui. Et on espère que l'État a compris. On va donc quitter le football. On va parler de basketball maintenant. On va prendre ce reportage réalisé par Delongo Prod et on verra ce que c'est que la Ligue régionale du centre basketball. Par bien sûr Yves Tchala qui en est le président. On prend ça et on revient. Je pense que c'est un bilan très satisfaisant parce que on a réussi à faire jouer toutes les catégories et au niveau national, les clubs du centre se sont plutôt très bien illustrés parce que chez les juniors, on a fait le doublé, chez les dames, on a fait le doublé, chez les seniors, monsieur, on a fait le doublé. Chez les vétérans, pour cause d'incompréhension, on n'a pas pu participer et je pense que depuis 4 ou 5 ans, on n'avait pas tout gagné comme ça au niveau national. Et je crois que quelque part, ça reflète aussi le dynamisme au niveau régional parce qu'il y a pas de hasard à ce niveau. On sent que les équipes du centre arrivent dans les échéances nationales très bien préparées parce qu'on arrive à avoir un championnat régulier, un rythme de match, un niveau qualitatif et quantitatif qui permet à nos équipes véritablement de s'illustrer à ce niveau. Et je pense que c'est un bon baromètre pour dire que au niveau du centre, vraiment, on peut être satisfait de la saison passée. Donc ça, c'est le plan sportif. Sur le plan organisationnel aussi, on est parvenu à faire jouer tout ce qui était prévu dans un calendrier précis. Grâce aussi au partenariat avec le Palais des Sports, on a réussi à contourner certaines difficultés comme les intempéries, parce que le Palais des Sports nous a autorisé à utiliser par exemple la salle d'échauffement lorsqu'il y avait des intempéries, et ça a permis que presque tous les matchs programmés puissent se dérouler. Donc un satisfait total, je pense. Alors cette année, déjà on va maintenir le même concept final que l'année dernière, donc un Final Four pour terminer, de 2 jours de basket non-stop dans toutes les catégories, des petites catégories jusqu'aux entreprises.
Donc, ça sera pour les 28 et 29 juillet, en principe, dans le calendrier. Mais maintenant, les innovations qu'on voudrait pour cette année, l'innovation majeure, c'est d'introduire les statistiques au niveau expérimental, senior, monsieur et dame. Ça veut dire produire des statistiques en temps réel pendant le match pour aider les entraîneurs par carte, etc., à pouvoir mieux coacher leurs joueurs et puis après de pouvoir exploiter ces statistiques aussi, notamment pour déterminer de façon plus objective le meilleur joueur du mois, par exemple, primer les joueurs du mois chez les seniors, monsieur, chez les dames. Je pense qu'on doit être dans cet esprit-là. Et donc, il y aura cette introduction cette année. Ça va être l'innovation majeure. Et donc, ensuite, on va analyser à la fin de l'année et on verra comment développer davantage vers les autres catégories. Mais ça semble être un impératif aujourd'hui pour arrimer notre basket à l'ère moderne et pour aider tout le monde, que ce soit les joueurs, que ce soit les entraîneurs, à mieux effectuer leur boulot et nous, les évaluateurs aussi, avoir des critères un peu plus objectifs pour déterminer l'excellence. Oui, nous, on va travailler dur pour ça, comme chaque année. Nous avons déjà des promesses, par exemple, un partenaire qui pourrait s'occuper des officiels. Uniquement, ce serait quelque chose de très bien parce qu'on va avoir les arbitres, mais aussi les statisticiens à devoir gérer. Donc, on va être plus agressif sur le plan marketing justement pour toucher les partenaires parce qu'on veut aussi que l'atmosphère du jeu change. On veut un autre environnement qui traduisent un peu plus le divertissement parce que on veut pas que ce soit uniquement l'aspect sportif basket, mais on pense que des gens peuvent aussi venir passer un après-midi agréable autour des activités du basketball. Donc on pense à tous ces aspects-là et on voudrait trouver davantage de partenaires pour pouvoir réaliser tout cela. Alors, de retour sur ce plateau, on a écouté, on a vu cet élément de Yves Tiala, qui est le président de la Ligue du centre de basketball. Selon vous, et d'après les propos du président, quels seraient les plus grands atouts pour le basketball camerounais? Il faut dire que le basketball camerounais aujourd'hui parti pour être quand même le sport numéro 1 au Cameroun. Et vraiment, je mesure mes mots pour une bonne et simple raison. Parce que Omko est là-bas. Non, c'est non, ce n'est pas seulement. Peut-être pas qu'on allait en Coupe du Monde. Ce n'est pas seulement parce que Omko est là-bas, mais c'est parce qu'également tu as dans cette équipe l'avantage d'avoir aujourd'hui ce que la NBA connaît de mieux. C'est-à-dire que vendredi dernier, justement, on a publié la liste des joueurs convoqués, des 10 joueurs titulaires convoqués pour les All-Star Games. Il y a un Camerounais qui s'appelle Joel Embiid. Ce garçon vaut 75 millions de dollars. Quand on parle de 75 millions de dollars, les gens à la maison ne comprennent pas ce que ça veut dire. On cherche dans les 35 milliards de francs CFA. Oui. Un seul joueur, ça c'est son salaire. Je ne vous parle pas de ce qu'il a en termes de revenus publicitaires. Donc, est-ce que le basketball camerounais a des atouts? Oui. En dehors d'Embiid, vous avez Siakam, qui est vraiment l'image aujourd'hui du basketball du côté du Canada, des Raptors de Toronto. Mbah a Moute qui a permis justement de fabriquer ces deux talents-là. On a une floraison de talents. Même maintenant, la question qu'il faut se poser, et je crois que Yves me le disait tout à l'heure, est-ce qu'on peut rentabiliser cela? Parce que c'est ça aujourd'hui. C'est-à-dire que comment est-ce qu'on rentabilise cela? Comment est-ce qu'on profite du fait que... Parce que ce que les gens ne savent pas, c'est que ce que Samuel Eto'o a eu en termes de finances dans toute sa carrière est très loin de ce qu'Embiid a aujourd'hui. Mais très très loin, mais vraiment très très loin. Parce que ce qu'Embiid vaut aujourd'hui, c'est énorme. C'est pour cela qu'il y a la Dream Team des États-Unis qui le veut absolument. Il y a l'équipe de France. Il n'a jamais joué en France, mais les Français le veulent absolument dans leur équipe. Je n'ai pas compris pourquoi. C'est pareil, on s'est demandé pourquoi l'Espagne a pris Ibaka. Bref, du coup, vous comprenez qu'on a ce que ce garçon vaut de l'or. Parce qu'il est aujourd'hui brand ambassador de pratiquement tout ce que les États-Unis ont de meilleur comme marque. Mais
on n'arrive pas à capitaliser cela. Et on n'arrive même pas à convaincre ces garçons de venir jouer au Cameroun. Parce que justement, la structuration. Et je me dis, la vision que proposait aujourd'hui le président Yves Tchala et également toute son équipe du côté de l'Africa Basket va justement dans le sens de véritablement professionnaliser. Et professionnaliser, ça veut dire quoi? Yannick l'a dit tout à l'heure, c'est la publicité. C'est-à-dire, c'est le média. Oui. Si vos matchs ne sont pas diffusés, Ambid a peut-être joué au Cameroun, mais personne n'a vu Ambid jouer parce que les matchs ne sont pas médiatisés. Pareil pour Mbamouté et les autres. Je pense qu'il faudrait justement travailler ce volet-là. Ok, je vais poser la question à Pierre. On parle de capitaliser ces joueurs. Imaginons-nous un seul instant que Mbamouté, Siakam, Ambid acceptent de venir jouer pour les couleurs des Lions Indomptables. Comment est-ce qu'on peut capitaliser leur marque, parce qu'ils sont déjà des marques? Comment capitaliser la marque qu'ils sont? C'est des multinationales aujourd'hui. Voilà, comment capitaliser la marque qu'ils sont, l'entreprise qu'ils peuvent promouvoir en leur nom, ici au Cameroun et dans l'équipe nationale du football camerounaise? En fait, il faut comprendre une chose aussi, quand on parle de basketball au Cameroun. Moi, je me souviens encore quand Ruben Boumtje portait les couleurs de Portland, les Blazers de Portland. C'était un espoir pour le football, pour le basketball camerounais, mais malheureusement il n'a pas fait long feu. Il a joué 3 saisons, il a à peine marqué 35 points. Ça a été une honte pour le basketball camerounais. Mais aujourd'hui, avec les Lucs, parce que bon, il faut dire, moi en tant qu'ancien basketteur, j'ai côtoyé pas mal de ces gars-là, et nous sommes retrouvés à la fac ensemble aux États-Unis. Il y a l'année où Luc est drafté, c'est comme un sursaut d'orgueil pour les Camerounais. Parce qu'il faut dire que la même année, il y avait Alfred Aboya qui devait être drafté, mais qui est passé juste à côté. Quand Luc a été drafté, donc c'était comme un réveil. Alors l'idée derrière, c'est de pouvoir établir ce qu'on appelle en anglais bridging the gap, créer un pont entre les États-Unis et l'Afrique, et en particulier le Cameroun. Aujourd'hui, parce que ce que les autres n'ont pas pu faire. Il faut aussi dire qu'il y a des grands frères qui travaillent dur pour le basket camerounais, qui n'ont pas été professionnels. Vous voyez un peu. La lumière n'est pas toujours sur celui qui travaille. Non, il faut le dire, parce que si les Lucs se retrouvent aujourd'hui aux États-Unis, bon, moi je suis pas allé aux États-Unis par bourse. Moi j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont envoyé là-bas, mais il y a beaucoup de basketteurs au Cameroun qui sont partis par bourse. Et c'est Big Joe qui a fait pour la plupart, il faut le dire. Il faut remettre ce qui a appartient à César. Big Joe est pour beaucoup dans ce qui se passe aujourd'hui. C'est Big Joe qui a ouvert la porte au Luc, et Luc aussi a ouvert la porte à Ambid, Siakam, à Noko et autres, tout ça là aujourd'hui. Donc vous comprenez un peu. Donc l'idée c'était de pouvoir permettre à Big Joe de continuer son travail, parce qu'il y a une vitrine déjà. Maintenant, au niveau du Cameroun, on a cette vitrine justement qui est aujourd'hui Luc Mbamouté, qui est aujourd'hui Siakam, qui est aujourd'hui tous les joueurs camerounais qui sont en NBA, sans compter ceux qui sont en D-League, parce qu'il y a aussi il y a la NBA qui est la ligue, comme on va dire, la Ligue 1, et il y a la D-League qui est l'antichambre de la NBA, qui sont aussi qui appartiennent généralement au club de la NBA, mais on les envoie jouer, comme on dit, moi je vais vous envoyer la réserve. Vous voyez un peu. Et puis après, selon vos performances, vous pouvez revenir en équipe première. Donc il y a pas mal de Camerounais aussi là-bas, et qui pourront, ma foi, l'année prochaine, être en équipe première. On le leur souhaite. Donc maintenant, comment est-ce qu'on va capitaliser sur ça? Les All-Stars camerounais. Non, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour qu'un Camerounais vienne d'abord jouer, qu'un joueur de la NBA vienne jouer en équipe nationale, il y a une assurance qu'il faut payer. Et on n'a pas, la fédération camerounaise n'a pas encore cet argent. Dans certains pays, certains clubs, certains joueurs propose de payer l'assurance. C'est-à-dire qu'ils vont donner l'argent à la fédération qui va payer, qui va souscrire à l'assurance, parce que ça coûte très cher. Vous imaginez MB qui est aujourd'hui, Franck l'a dit, ambassadeur de tout ce qui se vend de mieux aux États-Unis aujourd'hui, qui doit quitter pour venir jouer au Cameroun, pour le Cameroun. Il se casse le pied. Il vaut de l'or pour les. Donc il y a un préalable. C'est-à-dire que c'est une question d'organisation. Il y a des infrastructures qu'il faut mettre en place, il y a des assurances auxquelles il faut souscrire. Il y a. Est-ce que la fédération camerounaise de basketball, on est prêt à le faire? Je l'espère, parce que notre souhait c'est de voir MB venir porter le vert ou jaune. Il va le faire lors de la Coupe du Monde. Il va le faire. Non, en fait, Inch'Allah. On le veut. On voit Bessakam venir porter le vert ou jaune. Et on voit Luc revenir, parce qu'il faut dire que Luc a joué pour le Cameroun. À un moment donné,
C'était très difficile, surtout quand il est parti, parce qu'il a joué comme le Cameroun, il jouait pour Milwaukee, et quand il est parti de Milwaukee, c'était difficile maintenant de le faire revenir parce que sa valeur marchande avait augmenté. Il était difficile de le faire revenir au Cameroun pour jouer pour le vert jaune. Donc, je pense que, oui, honnêtement, tu vas finir comme ça, honnêtement. Honnêtement, oui. Que Franck, qui a déjà ses 2 pieds à la Fédération camerounaise de basketball, oui, amène les dirigeants de la fédération à comprendre qu'il y a une structuration qu'il faut mettre sur pied et que on puisse et qui va permettre je pense qu'à cause de toi je vais finir les autres de séduire les investisseurs, de séduire les talents, oui, et continuer ce que les autres ont fait parce qu'à travers leur fondation ils créent aussi de l'espoir pour la jeunesse camerounaise. Priorité à notre invité, donc je vais te donner 30 secondes pour nous dire 30 secondes c'est le moment parce que le temps nous est imparti. Alors je vais te donner 30 secondes pour que tu nous dises très rapidement ce que tu en penses sur la capitalisation de l'équipe nationale de basket et leurs joueurs. Il ne nous reste pas beaucoup. Oui, en 30 secondes je serais très cru. Ouais, désolé pour les téléspectateurs. Oui. En première question, si vous n'avez pas pu capitaliser Samuel Eto'o, franchement, avec tout l'optimisme que j'ai en moi, j'en doute. Deuxième question, restructuration de basket. J'ai été basketteur déjà, et il faut le dire, c'est les joueurs qui payent l'affiliation. Je me souviens pas, il a fait les États-Unis, si un joueur a payé son affiliation. Donc à un moment donné, il faut dire les vérités. Et les vérités, si on doit même calquer, même si c'est pas contextualiser un modèle, calquer un modèle européen, calquons vraiment. Surtout que le Sénégal est en train d'entrer en... Voilà, alors maintenant, capitaliser de façon externe, oui, ici, il nous rapporte les camps NBA ici. Oui, là, non, mais là, je pense que... c'est le cas Junior NBA pour clôturer, je pense que j'ai quelques secondes Merci. encore. Une seconde. Voilà, pour clôturer, qu'est-ce que je voulais dire? Il ne faut pas que ça m'échappe. La vérité, quand on investit sur quelqu'un ou sur quelque chose, quand il réalise des bénéfices ou des marges, il rembourse à la personne qui a investi. Alors, qui a investi sur un bit, qui a investi sur Mbamouté, il faut se dire les vérités. On répondra à ces questions dans nos prochaines éditions. Puisqu'on est obligé de remplir nos rubriques, on va demander à la régie d'être sympa. Et puisqu'on a dépassé notre temps imparti, on va prendre le quiz, juste le jingle en 1 minute. On va faire le quiz et on va se dire au revoir. On prend le quiz. Alors, on est là pour notre quiz. On aura 2 petites questions. Je pense qu'on a tellement parlé de cyclisme, mais je suis sûre que nos spécialistes ont oublié. On est à la 40e édition du Tour à Nissa Bongo. La 14e édition. Non. 13e. 13e, voilà, il a gagné. Ça commence en 2016. Ça commence en 2006. On est en 2019. Donc, c'est la 13e édition. Allez refaire vos comptes, les gars. Non, on commence à partir de 2006. C'est la 14e. Quand on fait 2019 moins 2006, ça fait combien? Non, on compte à partir de 2006. Quand on fait 2019 moins 2006, ça fait combien? 13, et puis on compte l'édition de 2006. Francis a gagné, tout simplement. Pourquoi est-ce que vous... pourquoi est-ce que vous dérangez? D'ailleurs. Non, il a gagné le savoir. La deuxième question. Qui est le tenant du titre? Qui est le tenant du titre de la compétition? Titre 2018. La France. Non. Qui est le nom? Le Rwanda. Non. Oui, le Rwanda, le nom. Le nom de la personne. Quelque chose Sabimana. Non, Joseph Parerou, on va donc quitter. On ne fait que des bêtises dans cette émission. Franchement, c'est n'importe quoi. Alors, je vais demander à tout le monde de dire au revoir. Yves. J'étais ravi d'être là. Hein. Merci. J'espère avoir apporté ma petite patte à l'émission et je serai très ravi d'être réinvité pour la prochaine fois. On t'invitera, on va passer la parole à Francis. Dire à nos téléspectateurs de continuer à nous faire confiance, on va travailler en s'améliorant. Je pense que d'ici là, on fera l'effort d'être la meilleure émission, sinon l'émission la plus crédible au Cameroun et en Afrique en termes de sport business. Sport business. Quad Francis. Franck. Merci Francis, de confondre. Ils m'ont embrouillé tout le monde. Alors, ici. moi, je voudrais simplement dire merci à tous ceux qui nous suivent et insister sur le simple fait que l'État doit arrêter de financer le football professionnel au Cameroun. S'ils le font, qu'ils fassent comme l'a dit mon aîné Martin Camus Mime, c'est-à-dire dans le cash prize. C'est-à-dire que, si on donne 600 millions, que ce 600 millions soit
lauréats. Conclusion, Francis, voilà. S'il te plaît. Qu'on arrête de financer le football professionnel au Cameroun par l'État. D'accord. Alors, Pierre? Oui, moi je dirais très belle émission. Merci de nous faire confiance et franchement que les producteurs de contenu qui sont l'État, les fédérations, les ligues et autres convoquent les agences et ensemble travaillons pour pouvoir sortir le football, le sport en général de la galère dans laquelle... Alors, faire sortir le football de la galère dans laquelle il est. Et maintenant, on va parler, je vais être juste deux secondes, vous présenter les œuvres que notre correspondant aujourd'hui, consultant Yves Seke, a produit ces différents livres. On parle d'améliorer vos rapports avec l'argent. Ça, j'en ai besoin. Comment améliorer ses rapports avec l'argent? On a donc 3 exemplaires qui sont un produit de son. Oui, c'est une propriété du cabinet. Ça traite de l'éducation financière, du management financier, de soi, parce que comme je le disais, gérer financièrement une entreprise, au bout du compte, avec les contrats que j'ai eus, au bout du compte, c'est l'homme qu'il faut régler. Ouais. Donc, si lui n'est pas discipliné financièrement, tu as beau mettre les structures comme tu veux. Voilà, donc achetez le livre de Yves et je pense que vous aurez les questions à vos réponses. Moi, quant à moi, je vais tout simplement vous dire de toujours rester connecté sur cette chaîne, de nous suivre sur nos différentes pages qui vont s'afficher bien sûr tout bas de notre écran et de rester toujours économie du sport et management. À dimanche prochain. Au revoir.